Bien, bonjour à tous et donc ravi de vous accueillir sous ce platane. Vous étiez très nombreux hier à la piscine pour la projection du dernier film d'Emmanuel Mouret. Je pense, je me trompe peut-être, mais c'est le 12e long quand même déjà. Aussi, donc vous êtes assez nombreux ce matin pour discuter de ce film. Donc bien entendu, vous connaissez les règles du jeu. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Nous en avons aussi reçu quelques-unes en ligne par le nouveau système mis en place par le festival. Et je rappelle pour les curieux que vous pouvez simplement scanner un QR code qui est disponible à l'entrée des sites de projection et qu'à partir de là, vous accédez à une page sur laquelle vous pouvez poser un paquet de questions. Il y en a quelques-unes qui sont assez des questions, à mon avis, dont certaines sont des questions qu'on te pose souvent, sur lesquelles je reviendrai. Et puis, bon, peut-être on va commencer simplement par expliquer un tout petit peu la genèse de ce projet, qui est, tu as une grande régularité de production. Je dirais que tu as à peu près un long métrage tous les 2 ans, avec en plus, je dirais, cette espèce de spécificité que tu écris tout toi-même. Avant, on en reviendra aussi, tu jouais aussi souvent dans les films. Donc, que ce sont des films sur lesquels tu as très très gros investissements. Tu n'arrives pas avec un scénario clé en main. Généralement, même si tu es aidé à l'écriture, c'est toi qui es le pilote du projet. Donc, comment est-ce que tu organises ce travail régulier Alors, ce film, alors bonjour, hein. Ce film il y a un peu, est une exception puisque en 2015, on m'a proposé d'animer pendant une semaine un atelier d'écriture. Il y avait une dizaine de participants, un certain nombre de comédiens. Comme c'était qu'une semaine, je l'orientais sur la conversation à deux, sur le dialogue. Et parmi eux, il y avait Pierre Giraud, qui est comédien et qui avait écrit 2 scènes qui me plaisaient beaucoup, et je l'ai encouragé à continuer. Et donc on a correspondu pendant un certain temps où voilà, j'ai essayé de l'aider à développer un scénario à partir de ces deux personnages, les deux personnages qui continuent dans le film. Et au fil de ce développement, à un moment donné, voilà, moi je faisais des retours, mais je n'étais pas rentré dans le scénario. Mais lui, bon, il était un peu arrivé à bout et je lui ai proposé, j'ai dit, est-ce que tu serais d'accord que je prenne ton scénario et que je l'adapte à ma façon, voilà. Donc ce scénario, c'est comme si j'avais en quelque sorte ou adapté un livre, voilà. Mais c'est un scénario à 4 mains, d'une certaine façon. Voilà, une sorte d'adaptation, peut-être comme j'avais fait pour Mademoiselle de Jonquière. Et c'était assez joyeux à faire, même si l'ensemble des autres films que j'ai faits, je les ai plutôt écrits moi-même. Voilà. Et donc, est-ce qu'on sait quelles sont ces deux... Est-ce qu'elles restent encore dans le film qu'on a vu hier, ces deux scènes de départ de la construction du scénario, ou bien c'est d'évolution en évolution et ce sont des choses qui ont disparu? Non, bien sûr, il y a plein de choses qui restent, qui ont été modifiées. Il faudrait peut-être revenir à la version, on va dire, qui est adaptée et faire un comparatif. Mais d'ailleurs, comme le générique le dit, c'est un scénario qu'on signe ensemble. Voilà. Et alors, donc, à partir du moment où ce scénario, vous le signez ensemble, à partir du moment où tu prends la réalisation en main, ça devient ton film. Et quelle est la position du co-scénariste qui est un peu à la base de l'histoire? Il vient sur le plateau, il regarde des rushs, il donne des avis, ou bien il dit, je laisse tomber, c'est ton truc, je me réjouis de voir l'arrivée? Non, pour le coup, le deal était assez clair. À partir du moment où moi, je reprenais son scénario, je l'adaptais comme je le voulais. Je lui faisais lire, mais j'en faisais voilà, mon projet. Voilà, il n'y a pas d'intervention. Et voilà. Et Pierre Giraud ensuite. Non, c'était après. J'étais le seul réalisateur. C'est très rare que les scénaristes interviennent même pendant un tournage. Alors, on va parler un petit peu du casting de ce film et de la manière dont tu travailles avec les comédiens. Généralement, il y a d'abord chez toi, ce sont des castings qui sont souvent de gens qui viennent pas du tout de même famille, qu'on va chercher dans différents endroits du cinéma français, de la galaxie française. Tu as aussi souvent la tendance de mettre avec des acteurs extrêmement connus, expérimentés, avec des gens qui le sont moins. Mais ici, il y avait une spécificité, et comme tu l'as dit hier soir, il fallait d'abord trouver un couple et il y a un troisième rôle, point barre. Donc, comment est-ce que parce qu'il fallait que ce couple fonctionne et fonctionne sur une longue période temporelle. Donc, comment est-ce que tu as réussi à t'arrêter sur ces deux comédiens? Ben, ça a été, à vrai dire, assez long. Ça a été assez long.
même le scénario, même à l'origine de Pierre Giraud, avait des personnages qui n'étaient pas dans les mêmes rapports d'âge. C'était un homme d'une 50aine d'années et une femme d'une 30aine d'années. Et puis, j'avais rencontré, même avant de faire mon film précédent, Vincent Macaigne, sur une lecture pour ce scénario, mais à l'époque, je le trouvais trop jeune. Puis il a fallu qu'on fasse un film ensemble pour que je me dise, mais finalement, là, maintenant, il serait vraiment très bien. Et ce qui était, on va dire, difficile, parce que le film, comme je le disais hier en le présentant, repose vraiment sur une certaine forme de performance de deux comédiens. Et il fallait qu'on ne se lasse pas de ces deux comédiens du début à la fin. On les voit de toutes les scènes. Si on a 8 personnages, on peut passer de l'un à l'autre. Il y en a un qu'on peut ne pas trop aimer, mais c'est pas grave. Là, pour moi, on devait être avec les deux d'une façon, on va dire, assez. Voilà, on devait être avec les deux. Donc, ça a été très long de trouver justement la partenaire pour Vincent. Mais non, mais c'est simplement parfois d'avoir l'idée, hein, c'est pas. Et lorsque on a songé à Sandrine Kiberlin, ça a fait vraiment tilt. Et ce qui me plaisait beaucoup dans ce couple, c'est que cette histoire pouvait être c'est qu'ils ont tous les deux, pour moi, beaucoup de fantaisie, tout en étant très émouvants. Et que souvent, parfois, le ton d'un film est ancré par la personnalité aussi des comédiens qui l'interprètent. Et ça me permettait de faire on va dire, de faire un film, voilà, qui oscille entre la fantaisie et un film peut-être un peu plus grave à certains moments. Et c'est ces couleurs qui m'ont semblé assez évidentes. Et après aussi, c'est le contraste entre les deux, même s'ils ont tous les deux une certaine fantaisie, ils ont un rythme très, très différent. Sandrine a une vivacité très particulière et Vincent ce côté lunaire qui voilà, donc donc c'est apparu comme une évidence, mais ça a été long. Mais je dirais, moi c'est mon ressenti hier vers le film, Sandrine Kiberlin est sur un mood constant tout le film, juste au moment du basculement, jusqu'au moment de la scène des scènes où on commence à voir la troisième personnage, alors qu'on voit chez Macaigne une progression vraiment de séquence en séquence. Au début, je respecte la règle du jeu, et on sent qu'il s'attache de plus en plus, de manière plus progressive. Et je me suis demandé, pour un comédien, c'est vraiment du sport de faire ça de scène en scène. Tu as tourné ça dans la continuité pour les aider, ou bien ça s'est fait Oh non, le film est tourné absolument tout en désordre. Oui, et non, il n'y a pas. Il y a après dans la situation, cette progression, elle est induite par les scènes et puis vraiment par. J'ai vraiment donne très très peu d'indications, j'allais dire presque de jeu aux comédiens. C'est aussi ça qui. On avait fait des lectures auparavant, mais ces deux comédiens avaient vraiment, on va dire, une vraie proposition à faire et tout, on va dire, toutes les idées et l'incarnation qu'il fallait. Donc il y avait vraiment très peu de direction de comédiens. C'était plutôt, oui, on a beaucoup plus travaillé autour de la mise en scène, du rythme. Et voilà. Mais tu as un peu pensé cette phrase d'Audiard, l'essentiel de la direction d'acteur, c'est de choisir les bons. Exactement, mais c'est ce que dit aussi Jean Renoir, qui dit 80% de la direction d'acteur, c'est le choix des comédiens. Oui. Et après, il y a d'ailleurs tous ces aspects techniques, parce qu'effectivement, tous les déplacements dans les différents lieux que tu as choisis, et on va parler de ces choix de décor, parce qu'ils sont tous sauf innocents, sont extrêmement précis, placés. Il n'y a rien de plus difficile que de faire marcher un comédien juste quand il discute dans les différents musées qu'ils arpentent et autres. Et je trouve qu'on a l'impression qu'ils sont vraiment, sans se poser la question, dans leur marque. Là, il y a un travail parce qu'ils ont des kilomètres de dialogue en même temps, il y a un travail de répétition qui est extrêmement précis. Ben, disons qu'une des idées qui présidait au projet, c'était de faire un couple qui aime autant parler que faire l'amour. Donc on ne les voit pas faire l'amour, mais on les voit beaucoup parler. Et j'avais envie qu'on sente leur plaisir à parler, à échanger, même s'ils ne peuvent pas tout se dire, puisqu'ils sont engagés à ne pas s'engager. On sent
que des sentiments pointent, mais que voilà, que ça ne peut pas se dire. En tout cas, j'avais envie que voilà, que ce soit par ces échanges qu'on sente aussi beaucoup de ce lien qu'ils ont entre eux. Et j'avais aussi envie que, voilà, parce que c'est une histoire, on ne suit que les rendez-vous. C'était quelque chose qui m'intéressait dans le projet, c'est que on ne les voit que quand eux se voient. On ne voit pas la vie ailleurs. Et j'avais pas envie que le film soit un huis clos. J'avais pas envie qu'on les voit que discuter dans un lit ou sur une pièce et tout ça. Et donc, je suis parti de cette idée, voilà, de donner un peu de l'ampleur à cette histoire assez intime. Et donc, pour le coup, varier beaucoup les lieux de rendez-vous et surtout les faire se déambuler. Voilà. Donc il y a pas mal de décors en effet qu'ils traversent, qu'ils baladent, et dans lesquels en tout cas ils échangent en permanence. Ils ne sont jamais quasiment, peut-être une ou deux fois assis, mais on ne les voit jamais, jamais véritablement assis. Ils sont tout le temps en train de circuler. On évite en fait quasiment tous les décors habituels de ce genre de film. Et presque comme si tu me disais, ah non, je ne fais pas de scène où on discute au bistrot, je ne fais pas de scène où on discute au lit. Après, toutes ces scènes-là, tu as réussi, je trouve, à prendre le parti de faire autre chose pour faire discuter ces gens. Et ça, je trouve ça assez passionnant. Mais alors, toutes ces scènes de dialogue, fatalement, il y a la question de se poser, est-ce que je prends sur ce qu'ils disent, je prends sur ce qu'elle écoute. Donc, est-ce que tu fais comment au tournage, deux caméras ou bien Alors, non. Déjà, il y a... Quand il y a du dialogue, on peut dire la façon la plus courante, la plus généralisée, c'est le chant contre chant. Vous savez, voilà, il y en a un qui parle, l'autre l'écoute, et ensuite il parle, et donc c'est un aller-retour entre, grosso modo, le visage de l'un et le visage de l'autre. Dans le film, il y en a très peu, oui. Et donc j'avais envie, plutôt parce que je me dis pourquoi chaque fois montrer le visage. Ils disent beaucoup de choses. Et donc, c'était plutôt la question à quel moment montrer vraiment leur visage. Je n'avais pas envie qu'on les voit trop, d'une certaine manière. J'avais plutôt envie qu'on ait envie de les voir. Et donc, l'intérêt. Donc, j'ai utilisé beaucoup de plans séquences, alors qui ne sont pas forcément plans séquences. Un plan séquence, c'est un plan qui se déroule dans la continuité d'une scène. Alors, parfois, ils ne font pas toute la scène. Mais comme j'avais deux grands comédiens, je trouve qu'il y a un plaisir à regarder le jeu sans qu'il soit entrecoupé par un plan et par un autre. Et l'intérêt aussi des plans séquences avec le déplacement fait que dans le même plan, on peut voir le comédien de près, de loin, de face, de dos, de profil, hors champ, revenir, réapparaître. Et du coup, voilà, donc je me suis plutôt amusé justement à souvent, on va dire, les faire circuler pour qu'on cherche à voir leur visage, pour qu'on cherche on pourrait dire, à comparer presque ce qu'ils disent avec leur visage et que le spectateur soit le plus actif quelque part possible. Il y a plus de choix, le spectateur. Dans un plan large, tout le monde ne regarde pas nécessairement la même chose, alors que quand tu as quelque part dictature du chant contre chant, on te montre l'émotion que tu dois comprendre. Ouais. Mais surtout que oui, dans un plan large, on ne voit pas nécessairement l'expression du visage, donc on va la chercher, l'œil va se montrer plus actif, on va se faire d'autant plus, entre guillemets, détective. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu, parce que plusieurs questions qui sont posées, c'est pourquoi est-ce qu'on ne voit jamais la vie en dehors de leur rencontre de couple. C'est la partie pris, on peut le comprendre. On ne voit jamais bêtement l'épouse de Vincent Macaigne, on ne voit jamais les enfants même si on voit le babysitter dans une scène très très drôle, le Colombien, on ne voit jamais les enfants du côté de Sandrine Kiberlin. C'était vraiment une optique de se dire on resserre que sur les moments à eux. Pour que chaque spectateur s'invente le reste de leur vie une fois que... Oui, c'est quelque chose que je trouvais assez ludique dans leur chant et que quelque part on puisse davantage l'imaginer que la voir. C'est Jean-Louis Comolli qui
qui me disait ça quand j'étais étudiant, et qui disait que le lieu du cinéma, c'est l'imaginaire. C'est-à-dire, c'est dans ce qu'on ne voit pas qu'on se fait du cinéma. C'est-à-dire, c'est dans le hors-champ, dans l'ellipse, dans ce qui nous est caché, que notre propre imaginaire, notre intimité est conviée à grosso modo, à broder ce qui n'est pas vu. De la même façon que lorsqu'on lit un livre, on est obligé d'imaginer et on met ses propres images intimes derrière les mots qu'on est en train de lire. Et donc j'aime bien cette idée que voilà qu'on aime au cinéma avoir à imaginer. Et c'est pour ça, je pense que au cinéma, on a un grand goût pour le dialogue parce que c'est comme pour la lecture, on est obligé d'imaginer ce qui est dit, ce qui est raconté aussi par les personnages. Et il y a cette idée tout le temps de confronter ce qui est dit au visage du personnage et de se poser la question d'être enquêteur, détective, pour voir si derrière le regard du personnage, il dit vrai ou il dit pas vrai, est-ce que c'est conscient, c'est pas conscient, etc. etc. Oui. Voilà. Alors, qui dit film de dialogue, et on l'a évoqué hier déjà avec Alexis Manenti, il y a vraiment une opposition culturelle entre le cinéma anglo-saxon qui se méfie de cette notion de dialogue et de film avec une langue écrite, et un cinéma francophone dont une partie aime ce travail d'écriture et d'invention des langues pour les personnages. Alors ici, il y a tout un jeu. On sait bien que si quelqu'un filme notre dialogue ou essaie de l'écrire, ça ne ressemblera pas à une langue fluide à écouter. La langue de tes personnages est extraordinairement fluide, sans être compliquée. Ce qu'ils disent est extrêmement précis, mais en même temps, elle paraît extrêmement naturelle. Oui, alors juste je mets d'emblée sur le début parce que je ne pense pas qu'en France, on va dire depuis ces dernières décennies, on ait un cinéma si dialogué. Et moi, ce goût du dialogue, il vient presque davantage du cinéma américain. Et souvent, même le cinéma américain est beaucoup plus dialogué que ne l'est le cinéma français, ou en tout cas dans le cinéma classique américain, le cinéma classique italien. Alors évidemment, il y a beaucoup d'auteurs aussi en France classiques de cinéma très dialogué, mais moi j'ai davantage l'impression que dans ces toutes dernières décennies, il y a une crainte d'un cinéma très dialogué. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'entendre, soit quand même quand j'étais étudiant de cinéma et tout ça, des gens qui disent ce qui est vraiment cinématographique, c'est ce qui se passe de dialogue. Ou de dire que voilà, il faut écrire des dialogues qui donnent le maximum d'informations en moins de mots. Ce que je trouve pour moi vraiment, ce qui ne correspond pas au goût du cinéma que j'ai. Et quand on regarde par exemple des auteurs comme Aung San Suu ou Maguchi au Japon, aujourd'hui pour dire des très contemporains, ils sont beaucoup plus dialogués qu'une grande majorité des films indépendants français. Donc je ne trouve pas qu'aujourd'hui le cinéma français soit tant dialogué que ça. Oui, je fais plutôt référence à ce qui était sa marque des années 60 ou 70, où quand on regardait un générique de film français, il y avait un dialoguiste et bien mis en évidence, alors que les Américains estiment que ça fait partie du scénario. Oui, et alors, on ne va pas revendiquer, entre guillemets, la qualité littéraire du dialogue, ce qui est une erreur. Oui, alors moi là-dessus, j'essaye pas parfois on me dit vos dialogues sont littéraires, ça, mais alors là, pour moi il n'y a pas de qualité dans mes dialogues, il n'y a pas de, je n'essaye pas de faire la littérature, je suis plus quelqu'un qui vient du cinéma, je suis plus grandi à travers le cinéma qu'à travers la littérature ou le théâtre, et souvent on me dit oui c'est littéraire, mais c'est pas quelque chose que je ressens. Je pense juste peut-être parce que les personnages s'expriment à travers des mots, à travers ma façon peut-être de s'exprimer, ou que peut-être j'affirme un goût du dialogue. Mais je ne sais pas si je dirais le mot littéraire. Je ne suis pas forcément pour un dialogue qui se fait voir. Mais peut-être malheureusement le mien se fait non, voir. Il est assez dépourvu du truc du mot d'auteur, ça tu utilises très très peu par exemple. Par contre, ils ont par rapport à notre langue usuelle, ils ont une élégance de langage, on évite tout excès, ça correspond au caractère des personnages que tu as inventés aussi, mais c'est une langue extrêmement agréable à l'oreille, si je puis dire, sans aspérité, et je trouve que c'est une bonne chose.
C'est un parti pris par rapport au personnage que tu as, je pense. J'ai pas fait exprès. Ça va. Et donc, j'aurais voulu qu'on parle un petit peu, parce qu'on a beaucoup parlé de Vincent Macaigne et de Sandrine Kiberlin, mais alors Georgia Scalier, qui est surtout une comédienne de théâtre, et quand on a un contrat au français, on n'a pas beaucoup le temps de s'aventurer au cinéma, mais chaque fois qu'on l'y voit, je trouve que c'est bien. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'aller chercher cette personne pour ce petit rôle vraiment important? Alors, je ne sais pas du tout. Souvent, moi, je ne sais pas du tout. J'ai pas d'idée préconçue avant qu'on soit en préparation du film. Et pour Georgia Scalier, c'est la directrice de casting avec qui je travaille qui m'a fait cette proposition, avec qui j'avais fait une lecture. Et voilà, et mon producteur et moi, on a été conquis par cette lecture. C'était très intuitif, mais c'est vrai que c'était un personnage, voilà, qui arrive et qui en très peu de temps, parce qu'on s'est attaché à deux personnages et il fallait s'attacher à ce personnage en très peu de temps. Il ne fallait pas que ce soit un personnage trop agaçant. Il fallait aussi qu'on ait de l'empathie pour qu'on croie très rapidement à ce que le personnage qu'interprète Sandrine Kiberlin s'attache aussi à elle. Et voilà, c'est ça qui était très difficile. Et voilà, donc on a trouvé Georgia très, très, très attachante. Et c'est ça qui nous a embarqués à la choisir et à être très heureux voilà, de sa participation dans le film. Ouais. Je suis là aussi, il y a un travail important et c'est des choses qu'on ne voit pas, mais je pense sur les costumes, les premiers costumes de Georgia avec ces petites choses. Oui. Ça pose le personnage. Oui, on comprend tout de suite que c'est pas son univers. Tout à fait. Voilà, comme eux tentent, on va dire, une expérience un peu inhabituelle. Alors, peut-être qu'il y a plein d'habitués parmi vous aujourd'hui, mais bon, voilà. Donc, on trouvait ça charmant que tout le monde soit un peu, voilà, que ce soit pas des habitués à ce genre d'expérience. Et comme si c'était voilà une façon de, il y avait quelque chose voilà qu'on trouvait charmant que ça soit une première fois pour chacun. Et en effet, dans sa façon d'être, dans cette forme un peu de douceur, de candeur, de gentillesse, voilà, c'était quelque chose qu'on trouvait joli. Alors, j'avais encore dans les questions que j'ai reçues, et après je vais passer la parole à l'assistance, il y a beaucoup de gens qui reviennent sur cette récurrence de la manière de film en film dont tu dissèques le sentiment amoureux. Et une question, on me dit, avec les années sans doute, la gravité s'insinue plus dans les scénarios qu'au début, où je pense à Les Sons Lucifer ou Vénus et Fleurs, où les choses étaient très, très légères, étaient très joyeuses. Et de plus en plus, derrière des scénarios où on s'amuse beaucoup, on rit beaucoup, il y a une gravité progressivement qui s'insinue dans le film. Est-ce que tu as le sentiment que ton travail progresse comme ça? Ou régresse comme ça parce que évolue comme ça, dirons-nous. Non, j'ai pas un goût très prononcé pour la gravité. C'est peut-être dans toute chose, peut-être, ou peut-être ce qui m'intéresse, c'est que dans toute chose, il y a un aspect léger, il y a un aspect grave. Je dis, l'exemple est un peu bête que je vais dire, mais c'est peut-être parce que j'ai l'exemple en tête que je répète chaque fois, mais il faudrait que j'en trouve un autre. C'est quelqu'un qui glisse sur une peau de banane, à la fois c'est drôle et à la fois aussi il se fait mal. Et finalement, tout ce qui peut nous arriver comme événement au cinéma, on peut en rire ou aussi en compatir aussi. Voilà. Donc c'est un peu des choses. Et c'est vrai que j'aime les films qui opèrent un peu dans les deux sens. Voilà. Et voilà, il y a peut-être que j'en riais un peu plus jeune. Il faudrait que je me remette un peu à rire un peu plus, quoi, peut-être parce que il ne faudrait pas aller sur une plante trop glissante. Après, après j'aime le mélo aussi. Oui, voilà, mais bon, voilà. Ça se sent dans la dernière scène. Vincent Macaigne, il va nous tirer une larme à peu de choses près. Et je trouve qu'il le fait avec une subtilité rare, effectivement. Le mélo est en mes yeux un genre tout à fait adorable. Bien, ben, écoutez, moi j'avais posé plein de questions, mais vous en avez sûrement. Posez l'effort ou est-ce que les filles, je vais avec le micro, je vais vers eux. Allez-y, monsieur.
Alors attendez, il y a un micro qui on va vous arrive. passer un micro pour l'enregistrement parce que vous pouvez regarder ça sur Internet, l'envoyer à vos copains. Un mélo ponctué quand même par scène de la vie conjugale de Bergman qui préfigure la fin quelle qu'elle soit, parce que la fin est en ellipse comme tout le film, mais la fin où ils partent en courant en se serrant la main, qu'ils se séparent ou qu'ils soient ensemble, c'est quand même sous l'égide de scène de la vie conjugale. C'est quand même particulièrement une préfiguration atroce de la relation. Alors, oui, le film a un lien, puisque à ma connaissance, c'était un peu un des seuls films que je connaissais sur le récit d'un couple, où on retrouve que des moments de couple et pas le monde autour. Et c'est pour ça que j'avais envie de ce clin d'œil à la fin, et que le film aurait pu peut-être s'appeler Scène de la vie extra-conjugale. Et en même temps, avec des personnages, on va dire, très très différents, dans le sens où chez Bergman, ils se disent tout, ils s'envoient tout dans la figure, ils mettent leur trip sur la table, alors qu'eux, quelque part, n'osent jamais de notre manière. Donc c'est dans un rapport qui est aussi très opposé. C'est pour ça que la seule scène où, grosso modo, ça se hurle dessus, c'est l'extrait de scène de la vie conjugale. C'est un contrepoint, carrément. Voilà. Oui, monsieur. Question d'une autre façon, c'est-à-dire que les 2 ans après, là, cette scène, donc 2 ans après, en fait, d'abord, pourquoi cette scène? Enfin, pourquoi ne l'avoir pas arrêtée avant? Parce que finalement, ça aurait pu aussi, peut-être. Et puis bon, moi, je suis un peu fleur bleue, donc je me suis dit, ils vont pas simplement prendre le métro, ils vont finalement continuer encore une histoire. Voilà. Et puis les amis avec qui j'étais, eux, ils n'étaient pas du tout d'accord. Alors, je veux savoir, bon, vous, quelle est votre fin? Enfin, ou plutôt, vous nous laissez le choix ou voilà. Si vous permettez, je vais appeler les personnages. Comme ça, je vais leur demander où ils en sont aujourd'hui. Mais non, mais c'était l'idée. Ce que vous dites correspond un peu à l'intention, c'est-à-dire toujours, ou ce que je disais tout à l'heure par rapport à Jean Comolli, ça veut dire que à la fois il fallait une fin, il y a une fin aussi qui fasse imaginer différentes choses. Et quand j'étais au montage, aussi il y avait et chacun y allait avec son désir et ses envies. Et c'est ça qui me plaisait. J'avais pas envie de finir. Alors, j'avais pas envie de finir avant parce que ça me semblait aussi important qu'ils puissent se retrouver, se dire ça et voir qu'il y a aussi quelque chose qui continue, qu'il y a un souvenir qui continue, que ça soit pas aussi brusque. J'avais envie peut-être aussi voilà, sentir que leur histoire avait été quand même forte et qu'elle continuait dans leur pensée et qu'elle pouvait, pour les spectateurs qui le voulaient, encore continuer. Voilà. Et voilà. Donc ça voilà. Et par rapport, oui, à la toute fin, ce fait qu'ils courent ensemble, voilà, je trouvais ça, c'était une façon, oui, aussi de célébrer encore leur désir, leur amour. Je ne sais quoi. Voilà. Donc moi, ça me dit plein de choses qui sont peut-être imprécises, mais c'était à la fois une façon de finir et d'ouvrir. Voilà. Oui, Jean-Louis, j'ai un monsieur là-bas et puis je te passe le micro. Merci pour votre film. J'ai vécu, moi, une scène très forte. Et je voulais savoir si elle était clé pour vous aussi. Elle a fonctionné comme ça pour moi-même. Alors, bon, c'est sur l'écoute et le regard de l'autre et le dire de l'autre plutôt. Le dire. Et c'est quand Vincent revient de son lieu de travail et il témoigne d'une parole de son collègue de travail qu'il adresse à Sandrine. Et on a l'impression qu'il relève la parole de son collègue, mais sans doute c'est quand même aussi un peu la sienne, au fond. Et c'est pas tout à fait ce qu'il pense, sans doute, c'est ce que j'ai cru, moi, et qu'il adressait pour plaire à Sandrine, au fond, pour s'accorder à ce qu'elle penserait sans doute de ce qui est destiné à s'arrêter un jour, de ce qui est volatile d'une certaine manière, et qui en tout cas n'est pas de l'amour. Et quand il lui dit ça, que c'est sans doute pas de l'amour, votre caméra, elle vient non pas sur le visage de Sandrine, mais sur sa chevelure. Et j'ai trouvé ça absolument fabuleux. Parce que là, effectivement, ça nous renvoie tous à ce qu'est notre vie, ce que sont nos vies, dans ce qu'on a à dire, qui n'est pas toujours très sincère, dans ce que l'autre entend, qu'on croit qu'il va écouter et qui le blesse profondément. Et j'ai trouvé ce plan prolongé sur la nuque et la chevelure de Sandrine superbe.
Eh bien, merci beaucoup. Je vous ai suffisamment bien décrit la scène pour que ça se passe de commentaires. Et ça va toujours dans le sens d'un peu de ce que je disais. C'est aussi, on n'a pas besoin d'avoir le visage d'un comédien, et que parfois c'est plus fort d'avoir quelqu'un qui pleure de dos ou qui pense de dos, parce qu'on peut d'autant plus se projeter dans sa propre intimité, ses propres souvenirs, ses propres sentiments, que d'avoir quelque chose de trop expressif sur un visage. Et voilà, et pour faire le pendant avec Bergman, c'est aussi des personnages qui ne sont pas libres de se dire les choses. Ils sont engagés, comme il le dit à la fin, à vouloir être élégants d'une certaine manière. Et à la fois c'est une relation libre, et en même temps qui n'est pas libre parce qu'ils ne peuvent pas parler de ce qui est de l'ordre du sentiment. Ils se le sont interdits, et du coup ils sont obligés en effet de passer par des périphrases, des choses extérieures, et voilà. Alors, on va faire glisser le micro vers notre président. C'était pas ma question, mais d'ailleurs la nuque de Sandrine apparaît une deuxième fois à la fin du film dans les mêmes situations. Non, moi ce que je voulais vous dire, j'ai ressenti paradoxalement votre film comme un film sur la fidélité. C'est un peu ils ont signé une espèce de contrat, je pense, et c'est la difficulté à tenir leur fidélité jusqu'au bout. C'est pas du tout un film sur l'infidélité. C'est à mon avis un film sur la fidélité à tenir des sentiments. Et deuxième chose, j'ai remarqué dans vos films que souvent les acteurs racontaient des histoires. Et c'est aussi un peu présent dans votre film, peut-être un peu moins que dans le film précédent. Voilà. Alors, je vais essayer en tout cas de réagir à ces deux commentaires qui me font tous les deux, qui résonnent fort en moi. Oui, quand j'étais à Cannes, il y a un journaliste qui m'a dit, mais vous faites souvent des films sur l'infidélité. Et moi, ça m'a fait bizarre. Et en fait, c'est là où j'ai réalisé que non, pas du tout. Mes personnages, en général, étaient très fidèles. Et ils sont plutôt confrontés à des conflits de fidélité. Et souvent, ils sont très fidèles à ce qu'ils ressentent, et en même temps fidèles à des engagements pris. Et c'est ce qui m'intéresse dans ce genre de situation. C'est comment faire. Et le parallèle, j'en ai souvent dit, c'est le parallèle un peu comme dans les films de mafieux ou de gangsters, où ils font partie d'un clan. Et puis à un moment donné, il s'agit d'aller tuer, supprimer quelqu'un avec qui ils ont été chers, une ancienne amoureuse, quelqu'un de la famille et tout ça. Et c'est des conflits de fidélité. Est-ce que je suis fidèle à mon clan, ou est-ce que je suis fidèle à ce que je ressens? Et finalement, c'est un thème, je crois, qui dépasse finalement le cinéma, et qui est un thème qui appartient à la littérature, à la tragédie, qui est ce conflit de fidélité. C'est qu'on croit que la fidélité, c'est ça. Non, la fidélité, je pense qu'on est confronté régulièrement à ces sortes de conflits de fidélité qui fait qu'on appartient tous à un clan, c'est-à-dire à une société, avec des engagements qui sont pris, et en même temps, on veut être aussi fidèle à des choses qu'on ressent, qui arrivent, qui surviennent. Et comme, voilà, on vit dans le temps, dans un temps qui s'écoule, avec du changement, avec... voilà. Et je crois beaucoup qu'il y a quelque chose, en tout cas, du cinéma, de la littérature et tout ça, qui sont là pour parler, pour raconter ces sortes de conflits de fidélité, qui sont tragiques, qui sont dramatiques, mais qui sont là. Voilà. Et puis l'autre chose, c'était... Vos personnages racontent souvent des histoires. Oui. Ouais. Alors tout à l'heure, moi je pense que... Alors je trouve que ça marche très bien, des gens qui racontent des histoires. Moi j'adore les gens qui racontent des histoires. À table, voilà. Et ça marche au cinéma, ça marche dans plein d'autres films. Si je le fais, c'est que je l'ai vu dans plein d'autres films, et que ça marche bien, pour les raisons que j'ai invoquées, parce que c'est très cinématographique. On imagine les histoires, et on confronte cette histoire à l'intérêt de raconter cette histoire à ce moment-là. Quand on raconte une histoire, on se raconte aussi nous-mêmes, on dévoile quelque chose. Donc ça met plein d'enjeux en question.
Et ce qui me plaisait dans mon précédent film avec ces histoires qu'on raconte, c'est que raconter une histoire, c'est aussi créer du lien avec l'autre. Et quand on raconte une histoire, on commence à créer une histoire de lien, d'amitié, d'amour. Quand on se rencontre, en général, on se raconte des histoires. On raconte sa propre vie, qui sont déjà des histoires. Et on est tous aussi très, très amateurs d'histoire. On est tous très voraces d'histoire. On aime les histoires des autres parce qu'on essaye de comprendre sa propre histoire. On a besoin des histoires des autres, des films, des romans, tout ça, pour se raconter sa propre histoire. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose auquel je réfléchis, je ne sais pas y répondre très comme ça, mais j'aime cette idée, cette idée que chacun d'entre nous, on est des tissus d'histoire et qu'avons besoin de consommer de l'histoire pour créer sa propre histoire. Et comme si on était des machines qui à la fois créent des histoires et se nourrissent d'histoires. Voilà. Suis-je le héros de ma propre histoire? Pardon? Suis-je le héros de ma propre histoire? Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. David Copperfield. Progressivement, d'ailleurs, plus si le film avance, plus il raconte des histoires qui construisent la leur. Alors que le tout début, d'ailleurs, c'est presque un gag, c'est la mauvaise vanne qu'il raconte sur les deux fous dans la voiture. Là, c'est meubler la conversation. Il raconte une histoire, mais c'est le point de départ d'une progression. Oui. Ouais. Alors, ça sert à ça, les blagues. Hein, c'est un peu à... Mais encore faut-il en avoir en répertoire. Attends, Jean-Louis, il faut le micro pour devant pour madame. non, mais c'est pour que tout le monde puisse entendre. Mais oui, Combien on avait apprécié votre film. dites-le bien dans le micro. Parce qu'il y a l'alchimie entre les personnages et la gravité, la légèreté, la délicatesse. Et la délicatesse aussi lorsque vous filmez la nature. Oui. Tous ces plans de nature, de cette forêt, tout est magnifié dans votre film. Alors, concernant la nature, c'est la nature qui magnifie le film, parce que la nature, il suffit de la filmer pour qu'elle... Voilà. Après, il y a toutes les idées de Sandrine autour de la nature qui rend grâce à la nature. Voilà. Mais... À la fin, vous refaites défiler tous les mots. Oui, après à la fin, oui, il y a ces plans, et sur la nature et sur les plans vides que les personnages ont traversés, et qui était une idée, qui est arrivée au fur et à mesure un petit peu, et du scénario, de préparation du film, mais oui, c'était une façon de faire un peu passer le temps avant qu'il y ait le carton qui ait les 2 ans, et puis que nous, en tant que spectateurs, on revisite tous ces moments, puisqu'on sait que c'est chronique d'une liaison passagère, et donc que quelque chose est fini, et de le revoir. Alors oui, il y a un petit aspect peut-être un peu nostalgique à ça, et puis après, ce qui fait aussi la saveur, outre l'histoire qui a traversé ces plans, c'est aussi la musique de Poulenc qui... Voilà. Oui, là, à nouveau, le travail musical, c'est quelque chose que tu aimes bien quand même, je pense. Chercher avec précision des musiques souvent reprises de répertoire classique qui vont correspondre au moment du film. Avec le monteur, oui, on passe pas mal de temps. Alors là, sur ce film, c'est allé assez rapidement, parce que lui et moi, on aime beaucoup Poulenc. Et Poulenc, on ne le trouve pas si souvent que ça au cinéma. Non. Donc voilà, on l'a essayé très vite et ça a marché. Ça a marché très vite, assez tôt, les musiques qu'il y a dans ce film, parce que La Javanaise, donc c'est mon monteur qui l'a mis dès le début, et ça fonctionnait très bien, je trouve. Voilà, il y avait quelque chose d'emblée dans l'idée, même dans ce que raconte la chanson. Et puis les petits morceaux de sonates de Mozart. Voilà, j'avais une amie qui m'avait envoyé des sonates de Mozart au piano, jouées par J. The King. Et je les écoutais un peu le matin en me préparant avant d'aller sur le tournage. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait. Mais comme ça, intuitivement, et ça a fonctionné au montage aussi. Bien, est-ce que vous avez d'autres questions? Le micro peut encore circuler. Oui, là, tout au fond. Est-ce qu'on peut faire aller le micro jusque monsieur? Merci. Pardon? Bonjour. Bonjour. Sur les plans vides, est-ce que, ça m'a rappelé, mais peut-être que ce n'était pas votre intention, est-ce que c'est une inspiration, les plans vides que fait Woody Allen au début de certains de ses films? Ça, c'était ma première question, et j'en aurai une autre après.
Alors, Woody Allen est une grande source d'inspiration pour beaucoup de choses. Mais alors, pour les plans vides, non. Non, parce qu'au début, c'était plutôt des plans vides d'écoulement de la scène, comme il y avait au début. Et avec le directeur de la photo, on a plutôt pensé à Ciaté Agitpré. Donc, mais par contre, bon, ça il y a longtemps, parce que je le fais maintenant assez régulièrement dans mes films, sur moi, ce que j'appelle les vignettes, ça veut dire ces moments un peu amoureux, quand ils sont à la campagne, voilà, qu'on les voit heureux ensemble, ce que j'appelle un peu ces vignettes de bonheur. Oui, là, j'ai davantage, pour ce genre de choses, c'est quelque chose, oui, qui vient peut-être plus davantage du cinéma de Woody Allen. Alors, ma deuxième question est un peu plus complexe. J'ai remarqué, puisqu'on imagine, en dehors des personnages, on imagine leur vie, mais j'ai tout de même remarqué que aussi bien les musées sont vides, que les maisons sont grandes et luxueuses. Et, bon, la maison de Sandrine, du personnage de Charlotte, pardon, et il me semble en plein Paris, sur 2 ou 3 niveaux. Comme je l'ai dit, les musées sont vides. On ne les voit jamais avoir de soucis d'argent ou de travail. Et avec ma voisine, on s'est posé la question, mais est-ce que une histoire pareille pourrait arriver en banlieue entre des gens qui travaillent 10 heures par jour pour rejoindre les deux bouts? Donc, est-ce que ça fait partie du scénario? Est-ce que c'est pour se concentrer sur les personnages? Ou est-ce que c'est les bobos riches, une histoire de bobos riches à Paris? Je ne sais pas trop quoi vous répondre, parce que je peux penser, on va dire, je ne sais pas quoi vous répondre, à vrai dire. Les choix des décors, alors les musées sont souvent vides, ça c'est plus facile à répondre. Surtout en semaine. Et surtout en semaine. Mais sur les appartements, j'avais une contrainte qui était que je voulais des personnages qui circulent. Et il se passe beaucoup de choses dans l'appartement. Et on ne voulait pas, avec le directeur de la photo, être trop répétitif. Voilà. Donc oui, c'est plutôt un grand appartement pour quelqu'un qui vit à Paris. Oui, vous avez raison. Ça ancre les personnages, en tout cas, dans quelque chose de plutôt bobo, comme vous le dites. Et après, je ne sais pas, je peux pas dire si ça. C'est venu naturellement. On simplifie un peu la vie extérieure pour pouvoir se concentrer sur les sentiments ou l'expression des sentiments. Oui, ben on choisit, on va dire, un trait, en effet, de l'histoire. Il n'y avait pas, on va dire, il n'y avait pas un discours social dans le film. C'était pas l'enjeu du film. Voilà. Il est pas, c'était peut-être pas un enjeu, mais pour moi en tout cas, ça devient très très prenant au cours du temps qu'il y a une dimension sociale implicite. Mais vous avez pas certainement. Un reproche, hein. Non, mais vous avez certainement raison. Vous avez certainement raison. Moi, je ne sais pas quoi vous répondre, puisque grosso modo, vous dites oui, ça ne peut pas arriver à des personnes qui travaillent 10 heures par jour, peut-être, en effet, j'en sais rien. Je n'en sais rien. Et je ne sais même pas si cette histoire peut arriver, puisque c'est une histoire complètement inventée. Quand je vous dis, c'est une histoire complètement inventée. Donc, et je pense qu'on peut aussi se projeter, je peux me projeter dans des films, dans des milieux sociaux très différents. Et peut-être qu'on peut se projeter, voilà. Mais je suis un peu embarrassé parce que je ne sais pas ce que vous attendez comme réponse et je ne sais pas trop quoi répondre. Moi, j'ai une question, c'est est-ce que ça, du coup, ça vous a dérangé ou pas? Ça m'a dérangé en m'interrogeant, à savoir, est-ce qu'il y a un message implicite ou explicite, un choix de la simplicité de la vie,
qui permet de se concentrer sur le, entre guillemets, le vrai sujet qui est le discours amoureux, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est passé tellement au second plan que vous ne l'avez pas vu? Mais en tout cas, pour moi, il est visible à la vision du film. Voilà. Alors maintenant, je suis peut-être un cas extrême. Non, mais moi j'ai déjà eu ce genre de retour sur d'autres films et tout ça, et je suis embarrassé, à vrai dire, parce que je ne sais pas, j'ai pas véritablement de réponse. C'est ça qui m'embarrasse. Monsieur. Oui, je rebondis parce que j'avais à peu près le même sentiment. Et on avait envie que moi j'avais envie que vous répondiez de façon plus affirmative par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire que vos personnages, ils ont un dilemme, ils font un choix moral entre ce que vous avez expliqué tout à l'heure, le choix entre le clan et l'inclinaison personnelle. Et c'est des conflits que tout un chacun doit résoudre et qui sont intemporels et éternels quelque part. Et donc pourquoi ce cadre très très particulier que, en plus, nous Parisiens, nous décryptons peut-être plus que les autres Français qui verront le film. C'est peut-être aussi ça qui déforme un peu notre vision. Et la deuxième chose, c'est que on associe aussi ce qui se passe avec une idée du bonheur très liée au luxe et au raffinement. C'est-à-dire que la maison Louis Carré d'Alvar Aalto, c'est le summum de la délicatesse en architecture. Tous les lieux que vous filmez, très beaux lieux parisiens, etc. Et donc, est-ce que cette idée du bonheur aussi a besoin d'être aussi associée à l'élégance, au luxe, au raffinement? Enfin, j'ai eu un peu le même questionnement sociologique, un peu bête par rapport à votre problématique qui est plutôt philosophique et qui traverse les âges. Et c'est pour ça que voilà, j'avais la même question. Oui. Plus du tout dans le... Moi, justement, on peut dire que je suis, par rapport à ça, je suis plutôt en question. Je suis en question et je suis en fait davantage confronté à des questions presque de difficultés concrètement c'est quelque chose que je pense que j'ai pas réussi d'une certaine manière, et je suis presque plus confronté à des difficultés de repérage, de décor et de mise en scène. C'est-à-dire que j'ai peut-être pas réussi à combiner quelque chose, parce que c'est pas quelque chose qui appartient quelque part au scénario, à trouver un bon rapport dans les décors. On va dire que c'est une question que j'entends, que je comprends. Après, j'ai grand plaisir à tourner dans ces décors, mais je pense que c'est encore une question qui est à réfléchir et qui a à régler. Et donc, je ne veux pas faire semblant de dire que, ou peut-être d'assumer davantage. Peut-être moi, je l'assume parce que je me dis d'une certaine manière que c'est du cinéma. Et que, en effet, tout à l'heure, on est chez des gangsters. N'étant pas un gangster, je ne me pose pas la question si c'est vraiment ça la vie d'un gangster, et si un gangster se promène dans telle voiture, ici il a tel appartement, ici il a tel revolver. Donc, et je comprends que le seul problème, c'est que quand on visite, si on a besoin quand même d'une surface, qu'on a... je ne veux pas rentrer dans des problèmes techniques, c'est compliqué. C'est plus compliqué. C'est une question qui pour moi est compliquée, que j'ai pas résolue, et que cette question sociale dans certains films, on ne se la pose pas parce qu'on est dans des décors. Quand j'ai fait un film en costume, on m'a jamais posé une seule question là-dessus. Dans les films de science-fiction, on ne pose pas de questions là-dessus. Et c'est vrai que quand on fait un film qui se passe à une époque actuelle, eh ben, il y a des questions qui peuvent venir là-dessus. Je ne sais pas comment ça vieillira. Je ne sais pas comment des cinéastes des années 30, 40 et tout ça
s'en sortait peut-être avec cette question. Voilà. Mais en tout cas, merci de m'avoir posé la question. Voilà. Oui. Alors, moi, je voudrais, avant de vous parler d'autre chose, abonder dans le sens des deux personnes précédentes, hein, non pas seulement par rapport à votre film, mais très souvent au cinéma ou dans les séries télé, on voit des gens, là, elles semblent être profs de lettres, où on a des fonctionnaires de police qui habitent dans des lieux qui ne sont absolument pas conformes à la réalité. Et c'est vrai que ça donne à penser aux gens qui ne sont pas de ces milieux-là que ces métiers amènent des cadres de vie comme on les voit et qui n'ont pas du tout de lien avec ce qu'est la réalité. Mais juste pour reparler de l'espace, lorsque vous nous montrez la rencontre, dans le café, ils sont dans un endroit qui est très serré, puis ensuite, ils vont chez Sandrine, qui est un endroit large, spacieux. Et par rapport au mouvement des personnages, moi j'ai été touchée de son mouvement à elle. Elle passe sans arrêt autour de lui, un coup elle met l'écharpe, après elle retourne, elle met le sac. On a l'impression qu'elle le butine d'une certaine manière. Et ensuite, quand on les voit à la campagne, c'est à ce moment-là qu'on a l'impression qu'eux sont butinés par les autres habitants de cette campagne au bord de l'eau. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. La question du butiné, c'est vrai que moi j'aime bien, je suis vraiment très d'accord avec la première séquence. Elle tourne autour, elle l'approche, on a ce sentiment de déplacement. Voilà, et par rapport, alors pour les questions, parce que ça serait intéressant, si on a le temps de parler des... Oui, mais après, le problème c'est pour parler par rapport à cet espace, parce que je repensais au cinéma, justement, on va dire, de l'âge d'or du cinéma. Je pense qu'il y avait... Le problème qui se pose très souvent, c'est comment faire rentrer une équipe de 15-20 personnes voilà, dans un décor qui, peut-être, selon la chose, devrait en faire 50 mètres carrés. Et c'est pour ça qu'on trouve, en effet, beaucoup de décors et qu'on n'a plus les moyens de construire des décors en studio et dans lesquels on peut tourner autour. Et peut-être qu'il faut tout simplement éviter de tourner les intérieurs ou tourner très peu en intérieur. Et ce que vous parliez de ces déplacements, ils sont possibles tout simplement parce qu'il y a de l'espace. Et que, quelque part, ce qui présidait au début, c'était cette idée de personnages qui se déplacent tout le temps pour éviter peut-être d'être en champ contre champ et d'être tout le temps collé contre un mur et contre un même fond. Et c'est peut-être voilà, cette chose-là que je n'ai pas réussi à faire. Et d'autant plus, et d'autant plus si vous connaissez Paris, voilà, c'est des décors qui sont très difficiles à trouver. On ne peut pas trouver d'espace, on ne peut pas trouver ne serait-ce que 70-80 mètres carrés qui ne soient pas déjà très richement décorés. Voilà. Mais alors, si on peut avoir un micro, parce que j'aimerais... On ne vous entend pas, monsieur. Après, on revient vers vous, c'est promis. Non, au contraire, on trouve que ça marche vraiment très très fort. Le rapport entre l'histoire et l'espace, pas uniquement le décor en tant que fond, peinture, toile. C'est cet espace justement en mouvement que vous décrivez. Ça marche très bien quand ils vont dans la nature. On voit qu'ils vont se réfugier dans un autre type d'espace. À chaque fois, ils cherchent un espace. Quand ils sont dans un jardin, ils vont dans les buissons, etc. Et donc, c'est pas seulement un décor. Mais la question en fait, ça pourrait marcher. On pense que ça pourrait marcher dans beaucoup d'autres décors. Il y a peut-être la question de l'hédonisme. Est-ce que pour avoir ce sentiment de bonheur et de légèreté, un certain type de décor est obligatoire, plus que celui de la banlieue finalement? Parce que vos personnages, on sent que, vous voyez ce que je veux dire, la question du décor, elle dépasse simplement celle du luxe et de la volupté. Il y a aussi cette question du... Est-ce qu'on a besoin d'un arrière-plan, d'une certaine qualité pour être heureux? C'est peut-être aussi des questions... C'est pas pour être heureux, parce que c'est pas des personnages qui sont heureux dans leur décor. Ils sont heureux dans la nature. Non, il n'y a pas... C'est pas de, ça, je suis... Enfin, là, pour le coup, je suis peut-être plus catégorique. C'est pas des décors qui rendent heureux, puisque chez elle,
elle est seule avec ses enfants, elle n'est pas heureuse parce que. Et puis d'ailleurs, ça rend pas les personnages en soi heureux. C'est ce qu'on apprend d'ailleurs au cinéma, dans les, je sais pas, dans des décors flamboyants comme chez Lubitsch et tout ça, de la haute bourgeoisie. C'est pas ça qui fait que les gens sont davantage heureux. C'est non, je crois pas. Mais par contre, je crois beaucoup davantage à ce que peut-être. Enfin, mais je comprends ce que vous voulez dire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais d'ailleurs, dans l'appartement de Sandrine, moi, c'est la première chose qui me sidère quand je le vois, c'est c'est cette espèce d'immense avion jouet d'enfants sur la table. Oui, il y a de l'espace peut-être, mais c'est quand même le bordel. Oui, monsieur, vous aviez une question ici devant, je pense. Donc, voilà, Jean-Louis. De remarques, je crois que Primo, c'est Lars von Trier qui a tourné un film dans un décor noir avec une table et 3 chaises. Oui. Donc c'est plutôt exercice vers ce genre de film qu'il faut aller si le décor pose problème. Deuxièmement, j'ai vu dans le générique la participation d'Estoublon. Alors après, en rentrant, je cherchais une séquence qui nous rapprochait de la Méditerranée, j'en ai pas vu. Alors, alors Estoublon, parce que oui, mais je ne sais pas pourquoi. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ah non, Estoublon, oui, bien sûr, parce que bien sûr, on a tourné dans les Alpes de Haute-Provence, sur les bords de l'Estoublon, et ben à Saint-Jurs. Et ensuite dans le long de l'Estoublon, qui est une petite rivière. Et dans la forêt, elle est. Alors, je connais que ça, mais le nom m'échappe. Mais c'est dans le fond de l'Estoublon. Oui. Bon, voilà. Bien, il y a une question derrière vous, puis il y aura une question tout au bout. C'est sur le troisième personnage, la femme. Il y a un moment donné où ils sortent, quand ils sont autour des vestiaires après avoir joué au badminton, il y a une femme qui apparaît, qui est très mystérieuse. On ne sait pas si c'est la femme de McCain qui apparaît. Et bon, c'est mystérieux, puis ça disparaît. Et à la fin, il y a un troisième personnage, la troisième femme, qui tout d'un coup prend une fonction très, très importante. C'est de stabiliser l'amour, la demande d'amour de Sandrine Kiberlin. Est-ce que c'est intentionnel, ce troisième personnage, dans la scène des vestiaires du badminton? Non, dans la vestiaire, c'est davantage un clin d'œil, un trait d'esprit. J'aimais bien ce dialogue qui soit derrière les portes des vestiaires, et c'est plus une sorte de petit sourire. Voilà. Il n'y a pas une volonté de dire quelque chose derrière ça. Voilà. Alors, il y a encore tout au bout une dame avec une veste au blanc. Et puis, tout doucement, parce qu'il y a déjà plus d'une heure qu'on y est, il faudra penser à clôturer, mais je vous écoute. Non, ça ne marche pas. Moi, je voulais reparler de la relation entre Charlotte et Simon. J'ai l'impression qu'au départ, c'est elle qui mène la danse. D'ailleurs, la scène du début avec les écharpes, etc., elle danse autour de lui, en fait. Et lui est plutôt dépendant d'elle. Et c'est elle qui fixe le contrat et qui est dans une psychologie positive, en fait, la relation légère, etc. Et je me suis demandé à un moment donné, quand ça bascule et qu'ils commencent à avoir de la souffrance l'un et l'autre, sans s'en parler, pourquoi elle ne change pas le contrat. Et ensuite, quand il y a cette relation à trois et qu'elle développe, elle, sa relation avec Louise, vous ne filmez jamais, en dehors de la première scène du baiser, vous filmez jamais Charlotte et Louise. Et du coup, j'ai eu du mal à adhérer à cette relation amoureuse qui semble se construire entre Charlotte et Louise. Et du coup, je me demandais si c'était pas comme Simon et Charlotte étaient dans une impasse relationnelle, puisque le contrat n'arrivait pas à se changer et à basculer, si du coup, c'est pas une relation par dépit qui se construit avec Louise, parce que Louise, finalement, est libre
quand elle rencontre Charlotte. Voilà, donc ça m'a beaucoup intéressée, toute cette relation et la complexité de cette relation. Et je me suis dit, à un moment donné, quand Charlotte reproche à Simon de ne pas avoir défendu sa place et pourquoi tu n'as pas réagi, pourquoi tu t'es pas séparée, je me suis dit que c'était elle qui n'avait pas eu le courage de dire mais on change de registre, parce qu'elle était souffrante aussi. Enfin, je ne sais pas si les uns et les autres ont senti tout ça, mais vraiment, j'ai eu l'impression que la relation Charlotte-Louise était une sortie de l'impasse, une relation par dépit. Oui, et en même temps, on sent quand même, Voilà. notamment dans ce triche, quand ils se mettent à trois dans le divan, côte à côte, que ces deux filles se sont rencontrées. Moi, je le voyais arriver. Je ne sais pas. Mais non, en tout cas, le film ne se veut pas explicatif par rapport à ça, mais peut laisser supposer ce que vous interprétez. En tout cas, comme c'est tellement, il y a une accélération qui est tellement rapide et c'est tellement elliptique, voilà, qu'il fallait qu'on puisse en effet projeter quelque chose qui soit de cet ordre-là, mais que chacun affine un petit peu avec son propre ressenti. Oui. Oui. Moi, je me suis posé la question avec Vincent Macaigne. Oui. J'ai pas vu tous vos films, hein, mais j'en ai vu certains, et je trouve qu'il représente tellement ce mélange de tendresse, de fantaisie, de légèreté, de maladresse, de tristesse, qu'il pourrait être un peu votre Antoine Doinel. Ah ben, en tout cas, on a grand plaisir, puisque c'est vraiment partagé, à travailler ensemble. Et c'est vrai qu'avec Vincent, il n'y a pas besoin de rentrer, en tout cas, dans des explications concernant le personnage, la situation et tout ça. Tout est évident. Et j'allais dire, et il épouse, on va dire, il propose même par rapport au scénario. Voilà. C'est très simple et très évident. Vous avez parfaitement raison. Et toi qui étais longtemps comédien dans tes premiers films, jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, tu n'as pas été tenté par ce rôle-là, parce que quelque part, on a quand même l'impression que c'est le poids qu'on voit le film depuis l'angle de Vincent Macaigne. C'est pas un truc qui t'aurait tenté de dire je joue ça? Alors moi, j'ai jamais été tenté par jouer dans mes films, parce que c'est chaque fois le producteur avec qui je travaille qui m'a encouragé à jouer dans un film, et je me sens pas comédien, donc j'ai commencé un peu avec mon film de fin d'études à jouer dedans, et c'est comme ça que le premier producteur, pas celui à qui je travaille maintenant, m'a dit je te produis un film à condition que tu joues là-dedans, dans ce film, que j'ai joué. Alors, ça s'est pas très bien passé pour mon premier film, j'avais décidé de plus jouer, puis finalement mon producteur actuel m'a fait jouer avec Frédéric Bell dans mon troisième film, qui a été bien accueilli. C'est pour ça que j'ai joué dans quelques-uns de mes films, parce que lui, il me disait mais vas-y, joue-le. Mais j'avoue que de ne pas jouer me laisse plus de latitude et à la mise en scène, et me permet de faire des choses beaucoup plus sophistiquées, des choses que je ne serais pas capable de faire. Et puis là, je ne serais pas capable de faire ça. Donc, voilà. Donc je ne me suis même pas posé la question. Et puis j'ai rencontré Vincent. Donc, voilà. Pour le coup, je trouve que les deux films qu'il a fait avec toi, tu lui auras vraiment fait beaucoup de bien, parce que ça, il a ouvert des choses qu'on n'avait pas encore vues chez lui dans ces deux films. Alors, soit vous avez encore l'une ou l'autre question, soit... Oui, madame, ici. Oui. Et puis nous passerons à la partie la plus informelle du débat autour de l'apéritif d'ici quelques minutes. C'est mini question pure curiosité, c'est lequel de Gaston Miron qu'elle lui offre? C'est son recueil de... Oui, voilà. C'est un drôle de cadeau, un mec au sol. Hein, est-ce que tu peux dire le titre dans le micro C'est L'homme rapaillé. Exactement, voilà. Et pourquoi vous dites que c'est un drôle de cadeau? C'est très beau, mais c'est pas la joie. Enfin... Oui, mais c'est... Alors, c'est un petit clin d'œil et tout ça. Non, c'est un poète
que j'ai découvert via le chef décorateur avec qui je travaille, qui lui-même l'a découvert de quelqu'un. Et c'est voilà, une sorte de citation qui ne se veut pas aussi sémantique et tout ça. L'homme rapaillé de Gaston Miron. Voilà. Bien. Et c'est magnifique. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il reste encore une question ou est-ce que nous passons à la phase discussion plus informelle ici en dessous, et avant la question rituelle d'une part quand est-ce que ça sort et d'autre part qu'est-ce que tu nous prépares ensuite? Eh bien le film sort le 14 septembre et je commence à préparer un film, mais pour un tournage, j'espère, ce printemps. Mais pour l'instant, c'est vraiment... Enfin, je ne peux même pas résumer le film. C'est au stade embryonnaire. Voilà. Non, le scénario est écrit, mais ça serait très long. Enfin, il faudrait... je ne sais pas encore le résumer en un mot. Ouais. Et le casting est déjà en cours? Ça va démarrer, voilà. Ça va démarrer. Eh ben, on verra ça sans doute dès lors, fin de l'année 2023, si tout va bien, c'est ce qu'on souhaite. Voilà. D'ici là, donc, n'oubliez pas en septembre. Et merci beaucoup, en tout cas, d'être venu. Merci de votre accueil. Merci beaucoup.